Bon, cette présentation va être un peu différente de ce que vous avez vu. Moi, j'ai été chercheur en début de ma carrière, donc, puisque j'ai un doctorat de physique spatiale. Et en 68-69, le CNES s'est installé à Toulouse, le Centre spatial de Toulouse. Et je n'ai pas résisté à la tentation d'y aller pour bâtir de beaux projets auxquels j'ai participé, donc sur les fusées, les satellites et même donc la navette spatiale. Hermès, malheureusement qui n'a pas donné suite. Alors, donc les apports de la recherche spatiale à la connaissance humaine. Première diapo, la connaissance humaine. Qu'est-ce que c'est la connaissance? Et là, j'ai pas résisté à la tentation d'aller voir sur ChatGPT. Je vous le lis rapidement. La soif de connaissance de l'humanité peut être définie comme un désir profond et universel de comprendre le monde qui nous entoure. C'est une curiosité innée qui pousse les individus à explorer, à questionner, à chercher des réponses aux mystères de la vie, de la nature, de l'univers, de l'existence humaine en général. Voilà, alors cette curiosité se manifeste à travers différentes formes d'activités intellectuelles. Donc il y a la recherche dans les sciences, la philosophie, l'art, la littérature et encore beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc la soif de connaissance est une force motrice puissante qui a façonné l'histoire de l'humanité, conduisant à des découvertes majeures, etc. Elle est essentielle pour le développement personnel et intellectuel de chaque individu. Voilà. Nourrissant leur curiosité et leur émerveillement devant le monde qui les entoure. La soif de connaissance de l'humanité représente une aspiration fondamentale à la compréhension et à l'exploration de l'univers qui transcende les frontières culturelles, géographiques et temporelles. Elle symbolise notre quête incessante de vérité et de sens dans un univers complexe et en constante évolution. Alors, je ne dis pas que c'est une définition parfaite, je dis simplement que moi, quand je l'ai vue, celle-là, elle m'a beaucoup plu. Et donc, je l'ai recopiée, vous voyez, c'est entre guillemets, c'est tout ce que dit ChatGPT sur la connaissance. Voilà. Bon, alors, rapidement, les grandes étapes de la recherche spatiale, l'introduction. Donc, c'est l'exploration et l'étude de l'espace, extra-atmosphérique, bien sûr. Elle englobe donc l'exploration robotique, humaine, l'astronomie, la recherche scientifique au sens large, le développement technologique, etc., etc. Et les applications pratiques, je l'ai rangé là-dedans aussi, dans les domaines de télécommunication, de la météorologie et de la navigation. Elle a ouvert de nouvelles perspectives sur la compréhension de l'univers, donc c'est une activité importante qui vient aider donc les scientifiques dans leur recherche. Pour ce faire, donc, elle a besoin de technologies avancées. Elle va créer des applications pratiques, par exemple le GPS. Elle va être l'opportunité de grandes innovations. Et puis elle va permettre de comprendre l'univers. Et aussi, c'est très important, c'est un outil de coopération internationale qui est majeur, on l'a vu. Actuellement, il y a la station spatiale qui tourne encore. Il y a encore des Américains et des Russes qui sont dans cette station. Donc, ils ne s'aiment pas trop en ce moment, les Russes et les Américains, mais enfin, ils n'ont pas touché, si vous voulez, au programme de la station spatiale encore. Alors, en bleu, bien qu'elle soit majeure et nombreuse, on n'abordera pas, donc, dans l'exposé, je n'aborderai pas les activités liées à l'homme dans l'espace. C'est un domaine vaste qui est intéressant, bien sûr. Ce qui est aussi la conquête des planètes, puisqu'on parle maintenant de s'installer sur la Lune, et puis plus tard, Mars, et puis ailleurs peut-être. Et celle aussi, les actions qu'il y a du côté du domaine militaire. Voilà. Donc ces sujets-là pourraient faire éventuellement l'objet d'autres présentations, parce qu'ils sont très importants aussi pour l'évolution de notre connaissance générale.
Je rappelle simplement que ce sont quand même souvent la conquête spatiale habitée, hein, des décisions politiques. Il est bien évident que les Américains, quand ils ont volé sur la Lune, c'était en réaction aux premiers Russes qui étaient allés dans l'espace. C'était pas, dans un premier temps, uniquement pour faire de la science. Hein. Voilà, donc il y a un caractère géopolitique très important dans ces affaires-là. Voilà, et pareil pour le domaine militaire. Voilà, alors assez rapidement, les débuts de l'exploration spatiale. Donc Sputnik 1, je le rappelle, en 1957, hein, suivi 4 ans après par le premier homme dans l'espace, Gagarin, Yuri Gagarin. Et les USA, donc, qui envoient Shepard dans l'espace en 61. Et ensuite, Apollo 11, avec 2 Américains à bord, en 69. Voilà. Ensuite, il y a toutes les missions robotiques pour explorer les planètes. Il y a donc l'exploration du système solaire, qui est un chapitre important, l'ère des navettes spatiales, je ne rentre pas dans tout ça, c'est trop long, la coopération internationale, donc pour l'ISS, j'en ai parlé, et la poursuite de l'exploration humaine, donc de l'espace lointain. Alors, application actuellement de la recherche spatiale. L'observation de la Terre. Donc, vous savez qu'à Toulouse, on a développé le satellite SPOT 1, satellite pour l'observation de la Terre. Ce que vous voyez là, c'est le numéro 4, je crois, ou 5. Qu'est-ce qu'ils font, ces satellites-là? Ils permettent de surveiller notre planète à partir de l'espace, bien sûr. Et donc le fait qu'ils ont, alors, suivant l'orbite qu'on choisit, etc., ils vont repasser au même endroit à des périodes de temps régulières, etc. Ils permettent donc d'étudier donc le climat, l'environnement. Alors le climat, c'était Météosat. Les images que vous voyez à la télévision tous les jours, ça vient de Météosat, qui a déjà pas mal d'années. Hein. Tout ce qui est prévision météorologique, l'environnement, donc les catastrophes naturelles, alors ça c'est important, l'environnement, les catastrophes naturelles, l'utilisation des terres, etc. etc. Et donc, vous avez une image là, classique, là, un panorama d'une région que je ne connais pas, là, mais qui est colorisée en fonction, les couleurs représentent de la végétation différentes. Alors, ça peut être le vert des forêts, le rouge des cultures, des trucs comme ça. Je ne rentre pas dans les détails là non plus, c'est un sujet très vaste. Il faut savoir quand même que Spot commercialise des images au profit des agriculteurs qui permettent de surveiller l'évolution des récoltes, tout ça. C'est très, très important. Ça ne rembourse pas le prix de développement du satellite, mais c'est très utile pour l'agriculture française ou autre. Ensuite, il y a les télécommunications. Donc, les télécommunications par satellite ont révolutionné tous les systèmes de télécommunications qui permettent donc des communications sans interruption, dont la téléphonie internationale, la transmission des données sur Internet, etc. Voilà, la télévision, etc. J'aurais dû le mettre là. Un des premiers satellites de télévision couleur, c'était Symphonie, était français. Et à l'époque, on a été obligé de le lancer, c'était le procédé SECAM de télévision, on a été obligé de le faire lancer par des Américains, avec la condition qu'on ne vende pas les images. Bon. C'est pour cela qu'on s'est dépêché d'essayer de développer nos propres lanceurs pour être indépendants des États-Unis. Les satellites donc géostationnaires, vous avez entendu parler, ce sont ceux qui permettent de faire de la télévision parce qu'ils restent immobiles autour d'un point. Alors ils sont très hauts, ils sont à 36 000 km, mais ils tournent à la même vitesse que la Terre et donc ils sont immobiles. C'est comme si on avait un grand mât de 36 000 km avec des relais de télévision en haut. Les satellites, dont les constellations. Je termine par le système Starlink de SpaceX, vous en avez entendu parler, qui est un système où il doit y avoir à peu près pas loin d'une centaine maintenant de satellites qui tournent
à 400 ou 500 km, et qui, par les orbites différentes, etc., passe en permanence au-dessus d'un point donné qui permet d'avoir des liens. Et vous savez, vous avez entendu parler peut-être que ça a été utilisé par l'armée ukrainienne au début de la guerre, et ça leur a beaucoup servi, parce qu'ils avaient un moyen de communiquer tout à fait autonome et très, très efficace. Communiquer avec l'état-major, etc., rapidement, enfin beaucoup de choses. Bon, la navigation par satellite, bon, qu'est-ce que c'est que le GPS? Alors, qu'est-ce que c'est que le GPS? Je trouve ça formidable. Donc, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, il faut alors, c'est une constellation aussi de beaucoup de satellites. Hein. Il y en a toujours 20 ou 30 qui tournent. Et chaque satellite doit donc envoyer un signal en donnant le temps de départ, le T0 de départ du signal. Ça peut être le signal de simple bip. Ensuite, ce signal est reçu par votre GPS que vous avez dans votre voiture. Il arrive, et le GPS qui est dans votre voiture, il a une petite horloge aussi, il arrive au temps T1. Bon, on fait T1 moins T0, donc c'est la durée du trajet, et connaissant donc la vitesse de transmission, qui est la vitesse de la lumière, on a la distance D égale VT, donc c'est très simple. Combien il faut de satellites? Alors, un satellite, donc, il va vous donner une distance précise. Et donc, vous savez que le point que vous recherchez, il est sur une sphère. Si vous avez deux sphères qui se croisent, l'intersection, c'est un cercle. Ça ne suffit pas, ça fait tout un nombre de points. Il faut un troisième satellite, l'intersection d'une sphère avec un cercle, ça vous donne 2 points. Donc on est presque arrivé au bout, c'est-à-dire qu'avec ces 2 points, si on veut lever une incertitude, s'il y a donc au-dessus de la mer, on sait que ce n'est pas le bon, ou autre. Et pour lever l'incertitude dans certains cas, comme dans la dessus sur la Terre, on fait appel à un 4e satellite. Donc vous avez, sur votre GPS, quand vous avez votre signal, vous avez en permanence au moins 3 à 4 satellites qui sont au-dessus de vous et qui vont donner ces informations. Donc j'ai dit que la précision, c'est très important, elle dépend de la précision des horloges. Donc on fait des horloges maintenant qui font en précision mieux que la nanoseconde, pas nanoseconde, le millième nanoseconde, c'est-à-dire 10-12, on arrive à 10-13 secondes, c'est énorme. Et c'est pour ça que ça marche bien. Et j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, mais vous verrez que d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, le temps ne s'écoule pas de la même vitesse pour 2 horloges qui se déplacent pas à la même vitesse. Donc le satellite qui tourne, lui, par rapport au satellite qui ne bouge pas, par rapport à la voiture, le GPS qui est dans votre voiture qui ne bouge pratiquement pas, eh bien, il a besoin d'être corrigé. Et actuellement, puisqu'on va chercher, je vous ai déjà dit, les 10-12, 10-13 secondes, on fait une correction des horloges dues à la relativité générale d'Einstein, ce que je trouve, moi, fabuleux. Voilà. Donc ces horloges-là, elles sont recalées très régulièrement, parce qu'elles dérivent, elles sont recalées très régulièrement, sans difficulté majeure. Bon, je vais passer rapidement. Les matériaux, les structures, ça vous en avez entendu parler. La recherche spatiale a contribué au développement de nouveaux matériaux et de structures capables de résister donc à des températures élevées, à des efforts mécaniques élevés, etc. etc. L'exploitation des ressources spatiales, je vais passer rapidement aussi, c'est certainement un domaine émergent de l'exploration spatiale. Même sur la Lune, on a fait des découvertes récemment. À part de l'eau, il peut y avoir encore beaucoup de minerais, de minéraux et de métaux qui nous seront très utiles lorsque l'homme sera sur la Lune. Bon, la médecine et la biotechnologie aussi, des évolutions, utilisent donc l'espace et les satellites souvent
pour avancer. La robotique et l'automatisation, l'énergie solaire vont bénéficier aussi de tout ça. Donc, je vais passer maintenant donc les autres innovations, donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Des trucs bizarres comme la technologie de purification de l'eau, par exemple, la recherche spatiale. Les gens ont développé des systèmes pour que les astronautes vivent dans un circuit clos, qui est une station spatiale. Et vous savez que les Russes récupéraient l'eau des urines des astronautes et que l'eau était bue, ça redevenait une eau potable. Il faut le savoir, sans problème. Et moi, je connaissais bien un des astronautes et il m'a dit qu'il avait bu. Ça, c'est de l'eau, c'est tout, bien sûr. Alors, c'est quand même, assez important. Alors, on arrive là au cœur de ma présentation, si vous voulez. Alors, je ne suis ni astronome ni cosmologue, mais depuis que je suis à la retraite, je m'intéresse beaucoup à la cosmologie et je pense que ça vaut le coup de vous présenter un petit peu l'apport justement de tous ces instruments qui ont démontré que certaines théories étaient vraies, notamment on va le voir, la relativité générale, la physique quantique, j'en dirai deux mots. Eh bien, vous le verrez, les satellites ont permis de démontrer que ces théories ne sont pas fausses. Alors, l'astronomie, c'est l'étude de l'univers observable et des phénomènes qu'on observe, donc, et la compréhension des propriétés physiques. Alors, vous avez vu en entrée une nébuleuse, là, c'est un amas de particules dans l'espace. Et à l'intérieur de cette nébuleuse, on le verra, c'est là que naissent les étoiles. Alors, la cosmologie s'intéresse à des questions plus larges et théoriques concernant la structure, alors à grande échelle de l'univers, et notamment sur l'origine de l'univers et comment il évolue. Vous avez entendu dire que l'univers c'est parti, actuellement c'est ce qu'on pense, du Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années, et que l'univers actuellement, on considère qu'il est en expansion. Il est en expansion, l'image qu'on donne, c'est un gâteau que vous faites avec des raisins secs dedans. Quand il va cuire, il va se gonfler. Donc les galaxies, c'est les graines de raisin. Et vous voyez le mouvement, comment ça se passe. Les galaxies, elles s'écartent les unes des autres. Mais on ne sait pas, au bout d'un certain moment, où est le centre du gâteau. Parce qu'actuellement, on ne sait pas trop où est le centre de l'univers. Voilà. Bon, un petit détail. En astronomie, je rappelle rapidement les satellites, là, il y en a un paquet, on va passer rapidement, je vous montrerai le plus important. Le satellite Hubble, vous allez voir une photo après, qui a été un des premiers grands satellites scientifiques, qui a embarqué donc un instrument, en fait il a embarqué un télescope immense pour l'espace. En fait c'est l'équivalent d'un télescope au sol, mais qu'on emmène dans l'espace. Et donc le satellite Planck, qui a fourni une carte très précise du fond diffus cosmologique. Alors, qu'est-ce que c'est le fond diffus cosmologique? C'est l'origine après le Big Bang. Ça s'est passé 380 000 ans après le Big Bang. Et c'est à ce moment-là que la lumière a pu s'extraire un peu des premières amas de matière qu'il y avait. Et donc, on a étudié, grâce au satellite Planck, cette lumière qu'on appelle la lumière primordiale. Alors je reviendrai pour la cosmologie. Je vous montre rapidement le satellite Hubble, parce que ça a été un grand pas quand même dans la science. Hubble a fourni des preuves de l'expansion de l'univers
en mesurant le décalage des longueurs d'onde émises lors du Big Bang, donc à 13 milliards d'années. Et donc il a confirmé donc, l'existence de ce modèle-là. Et il a également permis de mesurer avec une grande précision la constante de Hubble, qui quantifie la vitesse à laquelle l'univers s'étend. Donc ça c'est très 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 important. Et vous voyez donc, le satellite, il a été mis en orbite par la navette spatiale. Là. Vous voyez un peu la taille là, et la taille du réservoir, là, du miroir primaire du télescope. Donc vous voyez c'est un miroir d'une seule pièce. Bon, très bien poli, etc., etc. Il a coûté très cher, etc. aussi, mais il a permis de faire des mesures assez intéressantes. Je vous montre rapidement donc l'image là qu'on appelle les piliers de la création, qui est la nébuleuse de l'Aigle là. Donc alors vous verrez la même image après, prise par un autre satellite plus de 20 ans plus tard. En 95, c'est déjà pas mal. Donc comme je vous ai dit, c'est une nébuleuse dans laquelle les étoiles naissent. Et voilà. Alors ensuite, voilà un peu pour l'astronomie, on va passer à la cosmologie, l'expansion de l'univers. Alors, encore Hubble, il a permis donc de fournir des données très précises sur certains objets célestes très lointains, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Et donc, d'autres satellites, donc, qui ont corroboré pas mal des mesures sur le taux d'expansion de l'univers. Alors, Hubble également a permis de révéler la présence de matière sombre noire. Je ne rentre pas dans les détails non plus, mais l'univers, on parle beaucoup de matière sombre et noire dans le vide interstellaire, disons. On ne sait pas trop ce qu'il y a. En fait, ce n'est pas un vide, il n'y a pas rien. Il y a des multitudes de particules et il y a une énergie qui est concentrée dans le vide dont on ne sait pas exactement d'où elle provient. Donc, par l'expérience, donc, Hubble, et puis plus tard, après vous verrez James Webb, satellite Webb, ont permis donc, là aussi, de vérifier un certain nombre de théories nouvelles sur la physique quantique. Alors, je rappelle donc au XXe siècle la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Alors, Einstein a dit que la lumière se déplaçait toujours à une vitesse toujours la même, 300 000 km/s. Bon. Et je vous rappelle donc, il a dit aussi que c'est le paradoxe là des jumeaux, on l'appelle deux personnes qui se déplaceraient à une vitesse différente, mais il y en a une qui va vieillir moins vite que l'autre. Hein. C'est difficile à comprendre, mais bon, on l'a démontré, comme je vous ai dit, le GPS se sert de ça, de ces équations, pour faire des recollages de temps. Donc, le passage de la notion d'espace à 3 dimensions à la notion d'espace-temps à 4 dimensions, c'est la relativité donc, générale, avec le champ de gravitation. Alors, l'espace-temps est une structure élastique, ça c'est important, qui se déforme autour d'une masse. On en parlera tout à l'heure. Par exemple, autour de la Terre ou du Soleil. Et ça, c'est une petite révolution. Par exemple, selon Newton, la Lune tourne sur une ellipse autour de la Terre. Ceux qui connaissent un peu la physique savent que ça se calcule très facilement, l'orbite. Lui, Einstein, il dit que si cette orbite lunaire est elliptique, c'est que c'est le trajet le plus court dans l'espace einsteinien, courbé par la gravité de la Terre. C'est une phrase compliquée, mais ça démontre que sa théorie, elle est toujours vraie. Alors, la relativité générale, je rappelle, de Gravity, LISA, GRASS, il y a tout un tas de satellites qui ont permis de démontrer
Bon, toujours pareil, avec des instruments scientifiques que les scientifiques demandent à l'industrie spatiale de mettre sous telle orbite, etc. Si la relativité générale a été le produit d'Einstein, qui a travaillé de manière assez solitaire, hein, il faut le savoir, la nouvelle théorie de la mécanique quantique, qui était la physique infiniment petit, c'est le résultat de l'intuition donc, et d'un travail collectif d'une poignée d'hommes. Alors je passe rapidement, mais il y avait des noms que vous avez déjà entendu peut-être parler, Bohr, Planck, Heisenberg, etc., Pauli, Schrödinger, etc., et un petit peu Einstein. Alors, on pensait qu'avant la matière est constituée de molécules et d'atomes, avec un atome où les électrons tournent autour du noyau. Voilà, vous savez qu'un atome, c'est en fait c'est du vide. C'est pour ça que j'ai mis la valeur, c'est 99,9999, c'est du vide quasiment. Le noyau de l'atome, c'est comme une bille au milieu d'une sphère d'1 km de diamètre, donc ce n'est que du vide. Et donc, la mécanique quantique nous apprend que le comportement des électrons autour de ces noyaux est soumis au principe d'incertitude de Heisenberg, qui est ce principe d'incertitude qu'on utilise d'ailleurs dans beaucoup d'autres sciences, pas uniquement dans la physique quantique. On ne peut pas savoir avec précision à la fois la position et la vitesse de l'électron, par exemple, qui est autour du noyau. Voilà. Ils virevoltent autour du noyau, mais si on veut connaître leur position, on ne peut pas savoir leur vitesse, etc. Et ça, elle a été quantifiée. Le produit de l'incertitude de position, enfin, c'est un mouvement, donc, doit être supérieur à la constante de Planck. Et cette constante donc, a été confirmée par quelques satellites, par des mesures. Donc, moi je suis physicien, et Einstein disait toujours, une théorie c'est très bien, mais tant qu'elle n'est pas validée par des mesures, etc., bien sûr, il faut la prendre avec des pincettes. Bon, je vais aller plus vite. Cobb donc a mesuré la distribution du rayonnement cosmique fossile, c'est-à-dire ce que vous avez dit tout à l'heure, là. Planck, donc, encore, donc, qui a confirmé l'âge de l'univers, la présence de l'énergie noire. Alors ensuite, rapidement, puisque nous sommes dans la cosmologie, les trous noirs. Vous avez peut-être entendu parler des trous noirs dans l'espace. Alors les trous noirs, qu'est-ce que c'est? C'est une masse très importante. Par exemple, au centre de notre galaxie, il y en a un, sa masse c'est 1 million de fois, plus de 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc c'est énorme. Hein. Donc quand on s'approche de ce trou noir, alors là on a symbolisé, c'est une photo, mais une photo de rayons X, gamma, etc. Hein. C'est pas une photo prise dans l'appareil photo. Et donc ce trou noir, dont la masse est énorme, dans ce trou noir, le temps se dilate, c'est-à-dire le temps va s'écouler très 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 lentement. Et on dit qu'à un certain moment, il disparaît tellement qu'il s'écoule lentement. Voilà, donc ce sont des théories assez fabuleuses. La dame qui avant a parlé du temps. Eh bien oui, le temps, c'est quelque chose qu'on a difficulté à appréhender, mais que la théorie quantique essaie justement de quantifier. Pour la petite histoire, on peut entrer dans un trou noir, mais on ne peut pas en sortir. Il y a des milliards de trous noirs de toute taille dans l'univers, hein, actuellement, c'est ce qu'on pense. Et donc, autour du trou noir, il y a une matière incandescente, etc. Et tous les cosmologues travaillent maintenant à mettre au point donc, des instruments et des théories qui seraient capables d'expliquer ce genre de points singuliers de l'univers. Et donc, notre connaissance, elle avance quand même. Alors, donc, Hubble a détecté des mouvements d'étoiles et de gaz aussi. Et vous voyez tout ce qu'a fait Hubble, hein, d'objets massifs, mais invisibles, disons, dans les longueurs d'onde qui sont les nôtres, notre vision. Voilà. Donc on arrive toujours à la même conclusion.
tous les instruments scientifiques qui ont permis de contribuer, qui ont contribué à valider les grandes théories de la physique, ça a été possible grâce aux technologies développées pour les satellites. Bon, je dis un petit mot. Les trous blancs, c'est la dernière, ça c'est tout récent. C'est les travaux de Carlo Rovelli, là, qui est un cosmologue qui dit qu'il y a des trous blancs, le trou blanc serait un symétrique du trou noir où le temps réapparaîtrait à la sortie du trou blanc. Vous voyez un peu, c'est des théories, je ne dirais pas qu'elles sont fumeuses, mais enfin pour l'instant ces théories-là ne sont pas, pour les trous blancs, on n'a jamais vu de trou blanc encore, hein. Ce sont des théories. Enfin, il faut savoir qu'Einstein, au départ, il est parti de zéro, hein, quand même, il était tout seul. Et beaucoup de gens l'ont traité de fou au départ. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit que... Voilà. Alors, sur ce volet de la cosmologie, sur volet très rapide, bien sûr, hein, les équations de la relativité générale permettent donc de modéliser l'histoire de l'univers jusqu'à la source du Big Bang. Hein. Mais la relativité générale, malheureusement, c'est une théorie qui a été vérifiée, arrivée au temps de Planck. Alors, le temps de Planck, c'est juste un moment mathématique, hein, 10 moins 43 secondes, donc vous voyez 10 moins 43 secondes, ce que c'est. Hein. Après donc le Big Bang, eh bien, la théorie du jugement de la relativité générale ne marche plus. On trouve des infinis partout, voilà. Et donc là, on espère maintenant que la physique quantique pourrait permettre, donc les gens travaillent là-dessus, de modéliser ces phénomènes de l'infiniment petit pour s'approcher du fameux Big Bang. Alors le Big Bang, vous en avez entendu parler, je ne vais pas l'expliquer, mais en fait c'est l'origine de l'univers. Hein. C'est un point où il y avait une masse infinie, une énergie infinie, et une taille infiniment petite qui a donné naissance à l'univers. Alors bon. Mais enfin, il faut savoir que toute la communauté scientifique, les cosmologues, les astronomes, tout ça, ils essaient de comprendre toujours, bien sûr, c'est ça, la recherche, connaître toujours, essayer d'expliquer les choses. Ouais. Voilà. Alors, je dis là, pour terminer cette diapo, qu'effectivement la recherche spatiale apportera encore sa contribution forcément à l'évolution de ces connaissances. Alors, rapidement, quelques technologies utilisées dans la recherche spatiale. Donc, au niveau des lanceurs, je vais passer, vous en avez entendu parler. Vous avez entendu parler récemment, nous avons lancé donc l'Europe Ariane 6, hein, qui va mettre 18 tonnes en orbite basse. Ariane 5, c'était 15 tonnes. Bon, là aussi, on avance petit à petit. Mais les Américains, avec le nouveau lanceur SpaceX, ça c'est le Falcon Heavy, là, le deuxième ici, le Falcon Heavy, là. Vous le voyez, il va mettre pas loin de 60 tonnes en orbite basse. Voilà. Donc on pourra faire des choses, les scientifiques notamment pourront faire des choses avec ça, lancer des instruments de plus en plus sophistiqués, de plus en plus gros, etc. Bon, les véhicules spatiaux habités, là, j'ai dit qu'on n'en parlait pas trop aujourd'hui. Les technologies de pointe, bon, je les ai listées. Bon, rapidement, il y a les propulseurs chimiques avec des ergols performants, les propulseurs électriques, donc pour s'extraire de la pesanteur terrestre. Hein. Propulsion nucléaire, bien sûr, aussi. L'avenir, c'est certainement la propulsion nucléaire, hein, bien sûr, qui permet d'embarquer des quantités importantes d'énergie et donc de pouvoir aller loin. Bon, les protections, les protections thermiques, les horloges atomiques, j'en ai parlé, très précises, et sur lesquelles encore on améliore les choses. Les calculateurs embarqués, et puis tout un tas d'instruments scientifiques, là aussi. Et donc là, je vais vous montrer le télescope James Webb, là. Donc Webb, qui a été lancé, donc, qui est le dernier satellite scientifique grande taille lancé par Ariane, d'ailleurs. Hein. Regardez le miroir, hein, par rapport à la taille d'un homme ici. Hein. Voilà. Et donc ce miroir-là est tellement grand, bien sûr, qu'on est obligé de le plier
de le plier, de le replier. Et quand on le déplie dans l'espace, il faut l'ajuster à quelques microns près pour que sa surface, évidemment, pour que chacun des miroirs focalise les rayons qu'il observe au micron près aussi sur le détecteur, hein, qui est en général un capteur CCD très petit. Voilà. Donc ça représente quelque chose d'assez extraordinaire pour un ingénieur, parce que dans l'espace, il y a du chaud, il y a du froid. Les matériaux ils se dilatent, ils se contractent, sans compter le stress du décollage où il y a des vibrations, etc. Et quand on voit ce qu'ils sont arrivés à faire là, c'est assez extraordinaire, je trouve. Et moi je suis une admiration devant ça, bien sûr, parce que je vais vous montrer donc la même image que je vous ai montrée tout à l'heure, les piliers de la création, vue par James Webb. Hein. Si vous vous rappelez, l'image est beaucoup plus fine et plus jolie, plus détaillée que celle de Hubble il y a 27 ans, quand même, d'écart. Donc en 27 ans, il y a eu un progrès assez énorme des technologies, et certainement qui continuera. Hein. Voilà, alors ma dernière diapo, je suis dans les temps à peu près. Alors, à la fois par ses applications dans notre vie quotidienne, mais aussi par la vérification donc expérimentale des hypothèses mathématiques actuelles, faites donc, j'en ai parlé dans la théorie de la relativité et de la physique quantique, la recherche spatiale est un domaine vital pour le développement de l'humanité, bien sûr. Alors là, bon, sujet intéressant, l'irruption de l'intelligence artificielle va probablement décupler la vitesse d'acquisition de ces connaissances-là. Oui, si l'intelligence artificielle est bien utilisée. Non, si elle détourne ce goût de la recherche scientifique qui risque de disparaître, d'atténuer par les applications d'intelligence artificielle qui risquent de nous submerger de beaucoup de problèmes, ou qui risquent de nous entraîner vers des voies qui ne sont pas forcément celles qu'on a eues jusqu'à présent, où la science cherchait à comprendre et à démontrer comment l'univers était né, etc. On ne sait pas trop ce que l'éruption de l'intelligence artificielle va faire là-dedans. Alors, et bien sûr, et Sapiens s'interrogeant toujours sur le sens de son existence, les recherches et les découvertes faites dans la recherche spatiale seront toujours, moi je le pense, incontournables pour valider ou pas les avancées des grandes théories mathématiques qui accompagnent la mutation permanente de l'humanité dans sa quête du pourquoi et du où va-t-on. Voilà. C'est tout. Merci. On remercie Alors, merci d'avoir simplifié pour qu'on puisse tous comprendre, même vaguement, de quoi il s'agit, hein, puisqu'on n'est pas très loin du CNES de Toulouse, donc ça nous fait du bien d'avoir quelques lieux, même lointaines. Alors, moi qui suis politologue, je voudrais vous poser quelques questions dans ce domaine. Il y a quand même des enjeux géopolitiques importants. Notamment, vous avez fait allusion tout à l'heure à plusieurs puissances spatiales comme la Russie, l'ancienne URSS, et puis les États-Unis. Par exemple, vous avez cité Galileo, et à un moment, l'Union européenne a voulu développer son propre système de GPS, ce que les Américains, au fond, ils ont mis des bâtons dans les roues, et pour simplifier, les autorités européennes et nationales se sont un peu couchés, et dans un second temps, quand ils ont compris que les Américains pouvaient, dans un conflit, il n'est pas question, mais enfin, virtuellement couper tout signal de GPS à l'Europe, ils ont voulu commencer à développer leur propre système GPS. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, alors, bon, il n'y a rien d'extraordinaire à dire, mais simplement, le GPS au départ, il était effectivement américain, développé par l'armée américaine. C'est pour ça que, bon, des fois, ces évolutions technologiques, elles viennent effectivement de mesures militaires. Donc, développé par l'armée américaine, pendant plusieurs années, donc, ils nous ont donné un GPS qui était légèrement dégradé. Bon, vous vous rappelez, au début du GPS, on parlait de quelques mètres, etc. 100 mètres. Ils sont 100 mètres par
Au tout début, peut-être alors. Ouais. Et ça, c'était volontaire. Il suffisait dans les équations de changer une petite virgule, sans doute. Et donc, voilà. Alors, effectivement, c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, le satellite Symphonie. Symphonie, si vous vous rappelez, avait satellite télévision en couleur. Les premières images, ceux qui les ont vues, moi je les ai vues, c'était du procédé SECAM, qui était un procédé français. Elles étaient magnifiques. Et finalement, comme on n'a pas pu le commercialiser, etc., eh bien, c'est le système PAL américain qui s'est imposé définitivement. Voilà. On aurait eu des lanceurs pour lancer des satellites Symphonie, eh bien, peut-être ça aurait été différent. Donc, on a eu une bonne réaction sur les lanceurs, parce qu'on a compris qu'effectivement, et sur le GPS aussi, Galileo, c'est maintenant européen. Voilà. Et puis après, il y a le système russe, mais le système GPS européen, il est, à ma connaissance, aussi bon que le système américain. C'est un peu comme l'observation de la Terre militaire, si vous voulez. Maintenant, avec les satellites, on arrive à avoir des résolutions de quelques centimètres. Avant, il n'y avait que les militaires américains qui avaient ça. Moi, j'étais responsable du satellite Helios 2, qui est un satellite militaire. Je ne dirais pas, puisque c'est du secret défense, mais le satellite Helios 2 se rapprochait des performances des satellites américains. Il n'y a pas de raison. On y a mis le temps, on y a mis de l'argent, mais on y est arrivé. Voilà. Donc toutes ces avancées technologiques, l'Europe, oui, elle pourrait devenir davantage indépendante, mais ça coûte cher. Et bon, pour décrocher les budgets, c'est pas facile. Voilà. Oui, j'ai une question, si vous permettez. Est-ce que l'Europe veut développer des lanceurs aller-retour comme fait SpaceX oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui. Alors vous savez que donc, SpaceX, donc, qui est une société qui appartient à Elon Musk, une société privée, a développé des lanceurs réutilisables, c'est-à-dire, vous l'avez vu sans doute à la télé, un lanceur dont le premier étage revient se poser là où on veut, et donc est réutilisable. Donc vous voyez là, vous l'avez vu sans doute à la télé, la fusée descend comme ça, à un certain moment elle déploie quatre pieds, quoi, et elle se pose délicatement. Et effectivement, c'est un gros succès, puisque le Falcon, là je ne me rappelle plus le numéro, il a été utilisé 20 fois, donc le même étage a servi 20 fois. Donc on refait une révision du moteur, comme sur une voiture, hein, et puis ça repart. Alors l'Europe n'a pas vu venir le coup, c'est clair. C'est là qu'on voit la différence entre un Elon Musk qui est prêt à mettre des milliards et prendre des risques pour développer une société, parce qu'il a une idée comme ça, il dit mais ça coûte trop cher l'espace, et c'est vrai que ça coûte cher. Donc on va essayer de diminuer les coûts. Il a pris les meilleurs ingénieurs qu'il y avait à la NASA, il les a bien payés, et il est sorti de là un lanceur réutilisable. Ben nous, on travaille là-dessus, mais dans combien de temps moi j'ai un peu peur qu'on n'arrive jamais à faire aussi bien qu'eux, et qu'on risque de se faire écraser. Voilà. Ça, il n'y a pas que là, mais enfin, il n'y a pas que là. Alors, il y a plusieurs questions dans la salle. Oui, je voudrais savoir combien y a-t-il de lanceurs, combien y a-t-il de satellites actuellement dans le cosmos? Alors, Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par satellite. Il y en a des petits, il y en a des gros. Objets qu'on a lancés à des Alors, distances. ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le lanceur actuel, certains étages, les derniers étages de la fusée, restent en orbite. Parce qu'effectivement, il faut communiquer au satellite la vitesse suffisante pour pas qu'il retombe, pas trop vite parce qu'il va s'échapper de la Terre, et là, c'est 7 km/s. À 7 km/s, le satellite, il va tomber, et il mettra des années ou des années à tomber. En fait, c'est ça. Et donc, le moteur, le petit étage qui va le mettre là, il reste malheureusement aujourd'hui en orbite. Et donc, il y a beaucoup d'étages qui tournent en orbite. Il y a beaucoup de satellites qui ont été plus ou moins
abîmés, qui ont perdu des pièces. Donc, quand on fait c'est des milliers. Alors, dans un satellite, ça doit être des centaines qui sont dans l'espace. Mais probablement, on est proche du millier ou plus, parce que faut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, la constellation de Starlink, là, quand ils en lancent, le dernier lanceur, c'était 25 d'un coup. Ce ne sont pas des satellites très gros. Ils en lancent 25 d'un seul coup, parce que ce satellite-là, il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme le GPS, quand tu veux avoir des télécommunications, il faut avoir toujours un satellite au-dessus, parce qu'il ne reste pas longtemps. Donc il faut en avoir beaucoup qui se suivent pour que, quand on a fini de communiquer avec eux, on communique au suivant, etc. etc. Alors, donc c'est des milliers de satellites. Est-ce qu'on n'est pas en train d'obstruer l'espace? Hein? Si. On n'est pas en train d'obstruer l'espace. Si. Est-ce que ça... La station spatiale a déjà été heurtée par des débris, pas très gros. Alors les débris qui sont un peu plus gros, on les surveille avec des radars et on essaie de changer après l'orbite, etc. Mais c'est un problème. Mais enfin, maintenant, des efforts sont faits, comme sur Terre pour le climat, c'est pareil. On évite de jeter. Quand on a un étage, on va essayer de le injecter dans l'atmosphère où il va cramer, où il ne sera plus rien. Et les satellites, même maintenant, ils sont tous dans l'obligation, une fois qu'ils ont leur mission terminée, de garder un peu d'ergol pour être désorbités. C'est-à-dire à ce moment-là, au lieu d'être accéléré, on dit on a un petit coup de frein, sa vitesse va diminuer, et il va plonger dans l'atmosphère, et là,